Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Édouard Philippe vient de présenter la stratégie nationale qui doit permettre aux Français de sortir du confinement le 11 mai prochain. Un déconfinement très progressif, très prudent. Mon invité est Thomas Piketty, il est auteur de Capital et idéologie. C'est aux éditions du Seuil. Bonjour Thomas Piketty, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Les annonces d'Édouard Philippe tiennent compte d'un côté de la protection contre la crise sanitaire et de l'autre de l'économie avec une réouverture organisée des commerces, une réorganisation du travail. C'est une ligne de crête, a dit le Premier ministre français. Le message d'Édouard Philippe, Thomas Piketty, semble être la santé d'abord. Évitera-t-on un écroulement de l'économie pour reprendre ces termes ? C'est-à-dire, on est dans une situation complètement inédite où on fait le choix volontairement d'arrêter de travailler, de se déplacer, pour des raisons quand même, il faut rappeler. C'est-à-dire que les prévisions des modèles épidémiologiques, aussi incertaines soient-elles, c'était qu'on pouvait monter jusqu'à 40 millions de morts dans le monde, 400 000 morts en France. Là, on a eu plus de 20 000 morts. Des scientifiques nous disent qu'on en a évité peut-être 40 ou 60 ou 80 000. Donc, on est vraiment sur des risques sanitaires d'une ampleur telle que voilà, la question du déficit, il faut y réfléchir à comment on s'organisera pour la suite. Mais à ce stade, la question numéro un, moi, ce qui me frappe d'abord le plus dans cette crise, c'est la violence des inégalités sociales face à la crise. C'est-à-dire que dans le confinement, on n'est évidemment pas tous égaux, on a des personnes dans des logements minuscules, et puis on a un problème, là, un peu plus directement économique, qui est sur la politique de compensation en termes de revenus. C'est-à-dire la politique de chômage partiel qui a été mise en place pour l'instant, je pense, est très insuffisante parce qu'on oublie beaucoup qu'on a énormément de travailleurs qui n'en bénéficient pas. Beaucoup de personnes qui sont sur des statuts précaires, d'intérimaires, qu'on voit dans la rue continuer de faire des livraisons à vélo, des personnes qui étaient en fin de CDD, par exemple, au début du confinement. Donc voilà, aujourd'hui, la vraie urgence, c'est d'abord essayer de faire face à ces inégalités extrêmement fortes face à la crise épidémique. Alors justement, 250 000 chômeurs, demandeurs d'emploi en plus au mois de mars, et ce sont essentiellement, d'ailleurs vous l'avez dit, des salariés moins protégés, des salariés en CDD. Ça fait beaucoup sur un mois. Bon, vous dites que le chômage partiel est insuffisant, Thomas Piketty. Ils sont 7 à 8 millions de salariés en chômage partiel. Un chômage partiel qui va être maintenu jusqu'au 1er juin, a dit le Premier ministre. Est-ce que le gouvernement doit revoir les règles d'assurance chômage ? Je pense que c'est insuffisant. Alors d'abord, le gouvernement s'apprêtait à les revoir dans le mauvais sens. Donc là, c'est un peu comme sur la réforme des retraites, il a tout repoussé ça à plus tard. Les mesures de chômage partiel restent insuffisantes parce que les entreprises, en particulier les petites entreprises, n'ont pas toujours les moyens d'avancer l'argent. C'est-à-dire là, actuellement, il faut avancer l'argent, on est pris en charge un certain nombre de semaines plus tard, c'est pas toujours aussi rapide que nécessaire. Et de façon plus générale, on se rend compte que notre système de transferts sociaux n'est pas aussi automatique et efficace qu'il devrait être. Il y a toute l'affaire des familles modestes qui ont perdu le bénéfice du tarif de cantine. Bon, c'est quelque chose qui, normalement, aurait dû tout de suite donner lieu à une compensation financière, parce qu'on connaît les revenus des familles en question. Ces revenus ont été déclarés, avec des déclarations de revenus, d'ailleurs, pour savoir le tarif de cantine. Donc, oui, quand il s'agit de faire payer des impôts, tout est automatique, directement sur le bulletin de salaire. Et puis là, pour verser un transfert, les choses sont beaucoup plus compliquées. On a finalement mis en place une mesure sur les familles modestes, mais qui ne compense même pas la perte sur les tarifs de cantine, alors que ça aurait dû commencer dès le début par être versé automatiquement, et puis ensuite les aides supplémentaires liées à des pertes de revenus qui existent par ailleurs pour beaucoup de familles modestes doivent être prises en compte. Donc voilà, on a beaucoup de progrès à faire. Moi, je voudrais quand même dire, parce qu'on est dans une émission aussi internationale, c'est que l'enjeu, c'est pas simplement en France. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est dans tous les pays du Sud, en Afrique, en Inde, qui ont essayé de mettre en place aussi des politiques de confinement. Mais quand vous n'avez pas de revenu minimum, quand vous n'avez pas d'allocation chômage, le confinement, ça peut pas marcher parce que les personnes ont besoin très vite de sortir pour trouver du travail, pour trouver des revenus. Donc, dans beaucoup de pays du Sud, le confinement, ça a surtout consisté, on l'a vu en Inde, à renvoyer dans les campagnes des travailleurs ruraux, des travailleurs migrants, parfois avec violence. Et je pense que cette crise doit être l'occasion pour les pays du Sud
en Afrique, en Inde, de développer un système de minima social, de revenu minimum, de façon accélérée si nécessaire, parce que c'est vraiment là, il y a des limites au système qui sont en place dans les pays riches, mais évidemment dans les pays les plus pauvres, la situation est beaucoup plus grave encore. Emmanuel Macron a évoqué d'ailleurs une annulation de la dette des pays en Afrique. Ça serait important de le faire? Oui, alors la dette des pays en Afrique, elle est surtout détenue par la Chine. Donc Emmanuel Macron dit ça, c'est très bien. Je pense qu'il faut commencer par annuler la dette détenue par la France. Et puis il faudrait, puisqu'on parle de cette question de dette, que la France elle soit beaucoup plus solidaire aussi avec les pays du sud de l'Europe, l'Italie et l'Espagne, qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus d'un point de vue économique sur cette crise, pour revenir à la situation en France et en Europe, c'est qu'on a quand même une très grande fragilité de la zone euro, qui est liée au fait qu'on a une monnaie unique, mais on continue d'avoir 19 taux d'intérêt différents sur lesquels les marchés peuvent se mettre à spéculer dès lors qu'ils doutent de la soutenabilité de la dette, et s'ils commencent à penser que tel ou tel pays, l'Italie, est plus fragile. On peut revenir très très vite dans des vagues spéculatives qui peuvent nous mettre dans une grande fragilité. Et l'opinion publique en Italie, en Espagne, comprendrait très mal ce manque de solidarité. Donc je pense que là, c'est très important que la France fasse des propositions pour mettre en place, soyons bien clairs, il ne s'agit pas de rembourser la dette des autres, il s'agit de mutualiser le taux d'intérêt. Mutualiser. C'est-à-dire que certains... Oui. Est-ce que justement les taux d'intérêt pourraient remonter? On va juste résumer tout de même la situation. La Banque centrale européenne soutient effectivement l'économie. Elle rachète les dettes souveraines. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. La Fed fait la même chose. La Banque d'Angleterre. Donc ces banques centrales ont un rôle très important à jouer. Vous parliez de taux d'intérêt. Donc deux questions. D'abord, est-ce que ces taux d'intérêt pourraient remonter? Ce qui alourdirait évidemment la dette des différents États, les dettes souveraines. Et puis deuxième question, vous parlez de mutualisation des dettes. On sait que les Allemands sont opposés à cette mutualisation des dettes, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement le cas de la France. Comment les convaincre? Alors, d'abord, soyons bien clairs, il ne s'agit pas de mutualiser les dettes, il s'agit de mutualiser le taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question que des pays qui auraient 60% du PIB en dette se mettent à rembourser la dette de pays qui auraient 120% du PIB. Ça n'a juste jamais été question. La seule question, c'est de savoir si on refinance ensemble avec un même taux d'intérêt pour éviter justement que des vagues spéculatives augmentent, comme on dit, le spread de taux d'intérêt entre pays. Et ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est que le spread vis-à-vis de l'Italie a beaucoup augmenté. Alors il a diminué quand la Banque centrale européenne a dit qu'elle interviendrait, mais il s'est mis à remonter ensuite quand on a vu que sur les Corona Bonds, c'est-à-dire sur le fait de mettre en commun un refinancement de la dette avec un même taux d'intérêt, il y avait un veto des Pays-Bas, mais aussi de l'Allemagne. Donc là, je pense que c'est très important que la France fasse une proposition. Il y a une étude qui a été faite en ce sens par le laboratoire sur les inégalités mondiales et en particulier par Lucas Chancel, qui montre qu'on peut lancer un programme de solidarité, de Corona Bonds, avec, alors le maximum de pays c'est préférable, mais il faut que la France propose à l'Italie et à l'Espagne de mutualiser le taux d'intérêt sur la dette. Si l'Allemagne rentre dans le dispositif, et je pense que l'Allemagne se sentira obligée de rentrer dans le dispositif à partir du moment où la France montre sa résolution, mais il faut le proposer de toute façon, parce que continuer de se soumettre à des vétos de tel ou tel pays, et notamment le veto des Pays-Bas, ça veut dire que l'Europe se condamne à nouveau, comme après la crise de 2008, à l'inaction, à l'attentisme, et là, ça pourrait être encore plus dangereux qu'après la crise de 2008. Thomas Piketty, mais comment convaincre les Allemands et les Pays-Bas, justement, sont des décisions qui sont prises à l'unanimité, me semble-t-il. C'est bien pour ça qu'il faut avancer avec les pays qui souhaitent avancer. Donc si ça se limite dans un premier temps à l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal, la Belgique, enfin les pays qui veulent avancer, eh bien ça se limitera à ces pays. Moi je pense qu'en fait très rapidement, ou peut-être même immédiatement, l'Allemagne et sans doute aussi les Pays-Bas se joindront. Mais on ne peut pas... Vous êtes très optimiste là-dessus, Thomas Piketty. Ouais. Je pense surtout qu'il faut avancer. Je pense au contraire, je suis inquiet sur le fait que si on ne fait rien, vous savez, en fait, si on ne fait rien, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout demander à la Banque centrale européenne. Parce que la Banque centrale européenne, c'est la seule institution européenne qui fonctionne à la majorité et non pas à l'unanimité.
et donc qui, en cas de crise grave, pourra toujours appuyer sur un bouton pour racheter toutes les dettes. Sauf que tout ça se fait avec très peu de transparence démocratique, de même d'ailleurs que les réunions à huis clos des conseils des ministres des Finances qui nous tiennent lieu de gouvernance. Et c'est vraiment ça qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre cette crise-là et on ne va pas passer le cap de toutes les tensions politiques et financières qui vont venir dans les années qui viennent avec le niveau d'endettement public qu'on a accumulé en zone euro, avec les institutions actuelles. Donc la Banque centrale européenne ne suffirait pas, en fait, justement, à elle racheter de la dette souveraine, même un prêt à très long terme de l'ensemble des pays européens, pour justement financer cette crise. En un mot, on a presque plus de temps. En tout cas... Elle suffirait, mais vous voyez, ça manque de transparence. Je pense qu'on a besoin, vous savez, la France et l'Allemagne ont mis en place l'an dernier une assemblée parlementaire franco-allemande. Le seul problème, c'est qu'on ne lui a pas confié encore des décisions de façon suffisamment importante. Donc, je pense qu'on a besoin d'instances comme ça parlementaires. Alors, ça ne peut pas être limité à la France et à l'Allemagne. Je pense qu'il faut que l'Italie, l'Espagne rentrent dans le jeu pour décider quel plan d'investissement, quel plan de relance, quel plan de transition énergétique pour l'après crise. En tout cas, ce système de gouvernance à huis clos, que ce soit à la Banque centrale ou au niveau du Conseil des ministres des Finances, n'est pas à la hauteur des enjeux qu'on a à résoudre aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Piketty d'avoir été avec nous, auteur, donc je rappelle, de Capital et idéologie aux éditions du Seuil. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.